Le gouvernement lituanien a déclaré l'état d'urgence en raison des risques pour la sécurité posés par des ballons de contrebande en provenance du Bélarus. La Commission européenne a ouvert une enquête sur Google concernant l'utilisation de contenu en ligne pour alimenter ses services d'intelligence artificielle. Après Londres et Bruxelles, Rome. Attendu sur sa proposition révisée du plan américain pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée auprès de ses alliés. Peu après son arrivée en Italie, le président ukrainien a rencontré le pape Léon XIV dans sa résidence pontificale de Castel Gandolfo. Le chef de l'Église catholique a réaffirmé la nécessité de poursuivre le dialogue afin de parvenir à une paix juste et durable pour l'Ukraine. La question des prisonniers de guerre et du retour des enfants ukrainiens enlevés dans leur famille a également été abordée, a indiqué le Saint-Siège. Volodymyr Zelensky doit également s'entretenir avec Giorgia Meloni. Ce lundi, en visioconférence avec le président ukrainien, la présidente du Conseil italien, qui cultive son rôle d'allié privilégié de Donald Trump au sein de l'UE, a réaffirmé l'importance d'une vision commune entre les partenaires européens et Washington pour parvenir à la paix en Ukraine. Le gouvernement lituanien a déclaré l'état d'urgence en raison des risques pour la sécurité posés par des ballons de contrebande en provenance du Bélarus qui ont violé son espace aérien ces dernières semaines. Ces ballons sont utilisés pour introduire clandestinement des cigarettes en Lituanie, mais les autorités affirment qu'il s'agit d'actes délibérés de perturbations orchestrées par le Bélarus. Les tensions entre Vilnius et Minsk se sont aggravées après que les ballons ont contraint la Lituanie à fermer à plusieurs reprises son principal aéroport au cours des dernières semaines, laissant des milliers de personnes bloquées. Les autorités ont également fermé la frontière bélarusse pendant plusieurs semaines à la fin du mois d'octobre en raison de ces ballons. En annonçant l'état d'urgence, le gouvernement lituanien a invoqué les intérêts de la sécurité nationale et la menace que les ballons font peser sur la vie humaine, les biens et l'environnement. Le gouvernement a demandé au Parlement d'autoriser l'armée à collaborer avec la police, les gardes-frontières et les responsables de la sécurité pendant la durée de l'état d'urgence, durée qui n'a pas encore été précisée. Interviewé dans Europe Today, le commissaire européen à l'économie Valdis Dombrovskis a réagi à la publication de la nouvelle stratégie de sécurité des États-Unis publiée vendredi dernier par la Maison-Blanche. Alors que Washington y adopte un ton très critique envers l'Union européenne, le commissaire a appelé les 27 à faire bloc. It's clear that European Union is actually providing strengths for members of the European Union, especially smaller countries, because in a current more conflictual, power-based world, it's certainly you can seek strengths in unity. Selon l'administration Trump, l'UE serait confrontée à la menace d'un effondrement civilisationnel. Le gouvernement américain dénonce une atteinte à la liberté d'expression, une répression de l'opposition politique, ainsi qu'une perte des identités nationales et de la confiance en soi. Valdis Dombrovskis a indiqué ne pas partager cette analyse et a appelé l'UE à faire preuve de davantage d'assurance, notamment dans le dossier de la guerre en Ukraine. La Commission européenne a lancé une enquête sur Google concernant l'utilisation de contenu en ligne pour alimenter ses services d'intelligence artificielle. L'enquête examinera si Google a utilisé le contenu des éditeurs de sites web pour fournir des services d'IA générative sur des pages de résultats de recherche sans compensation appropriée et sans leur donner la possibilité de refuser. Elle déterminera également si des vidéos téléchargées sur YouTube ont été utilisées pour entraîner les modèles d'IA génératifs de Google. Selon le géant de la technologie, la plainte pourrait entraver l'innovation sur un marché plus concurrentiel que jamais. Cette décision intervient quelques jours après que l'UE a infligé une amende au réseau social X d'Elon Musk pour avoir enfreint la loi sur les services numériques qui a fait date, ce qui a encore aggravé les tensions transatlantiques. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en 2025, l'UE et les États-Unis s'opposent sur l'application des règles numériques par l'Union. L'administration du président Donald Trump accuse l'UE de cibler uniquement les entreprises américaines. L'Union affirme, elle, que sa législation n'est pas discriminatoire. Il est de retour à la tête de la République tchèque. 2 mois après sa victoire aux élections législatives, le leader du parti populiste ANO, Andrej Babiš, a été nommé ce mardi Premier ministre par le président Petr Pavel.
Une nomination qui n'allait pourtant pas de soi. Accusé de conflit d'intérêts, Andrej Babiš a promis de transférer à une structure indépendante les activités de son conglomérat agroalimentaire, Agrofert. Le milliardaire de 71 ans est poursuivi depuis plusieurs années pour fraude présumée aux subventions européennes au profit de ses entreprises. Pour s'assurer le pouvoir, Ano s'est allié au parti d'extrême droite SPD et à la formation de droite populiste Motoristas OBE, mais plusieurs candidats à des postes ministériels ont provoqué des polémiques ces dernières semaines. D'abord pressenti pour mener le ministère des Affaires étrangères, Philippe Turek a dû faire marche arrière lorsque des photos de lui en train de faire le salut nazi et des propos violents ont été révélés par la presse. Un autre, Petr Matsenka, qui veut diriger le ministère de l'Environnement, a lui déclaré à plusieurs reprises vouloir annuler toutes les politiques environnementales du pays et se retirer de l'accord de Paris. Le gouvernement doit être nommé dans les prochains jours. Le vote de confiance à la Chambre des députés aura lieu au plus tard le 13 janvier prochain. Un puissant séisme de magnitude 7,6 a frappé lundi la côte nord-est du Japon, poussant l'agence météorologique à déclencher une alerte au tsunami. Les autorités ont déployé une force d'intervention d'urgence et ordonné l'évacuation de près de 90 000 personnes. Mais l'alerte concernant des vagues destructrices a été écartée peu après 3 heures du matin, heure locale. Des spécialistes ont cependant mis en garde contre la possibilité de nouvelles secousses, voire d'un tremblement de terre bien plus puissant dans cette zone sismique très active. Takaichi Sanae, la chef du gouvernement japonais, a admis cette possibilité d'un tremblement de terre majeur, mais a tenté de rassurer la population en demandant à tous de respecter les mesures de sécurité et de penser d'abord à sauver leur vie, la chose la plus précieuse. Fin de citation. Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 50 km dans la mer du Japon. Au moins 30 personnes ont été blessées, la plupart dans un hôtel, mais aucun décès n'a été signalé. Les services ferroviaires le long de la côte nord-est ont été interrompus et des milliers de personnes ont été privées d'électricité. Des inspections de sécurité ont été menées dans plusieurs centrales nucléaires après le tremblement de terre, tirant les leçons de la catastrophe de Fukushima en 2011, mais aucun dégât majeur n'a été signalé sur ces installations. Le 11e Festival international du documentaire de Péloponnèse a sacré 48 Résistance à la grande colonisation du groupe 218 dans la catégorie du meilleur documentaire grec. Tourné à l'été 2022 en Cisjordanie occupée, il retrace les histoires de résidents de 4 régions de Palestine, la résistance et la lutte quotidienne pour leur survie. Les protagonistes racontent les interdictions de circuler, la saisie de maisons palestiniennes par des colons juifs, les longues heures de contrôle, les emprisonnements et les meurtres. Αυτό που θέλαμε να δείξουμε εμείς από την αρχή, η αλήθεια είναι ότι ενώ ξέραμε τα χωριά και τις πόλεις που θα πάμε και τους ανθρώπους που θα συναντήσουμε, δεν ξέραμε ακριβώς τι θέμα θα μας βγει στην πορεία. Αλλά ειδικά από τα 2 πρώτα ταξίδια και τις ημέρες που ήμασταν για το ντοκιμαντέρ, καταλάβαμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ που να έχει σχέση με την καθημερινή ζωή των Παλαιστινίων υπό τις συνθήκες κατοχής και απαρχάιτ, ειδικά στην πόλη της Χευρώνας. Θέλαμε να σπάσουμε το ταμπού, γιατί πολλοί ακόμα στη χώρα μας θεωρούν ότι οι μουσουλμάνοι είναι κάποιοι περίεργοι άνθρωποι. Και νομίζω μέσα από το ντοκιμαντέρ φαίνεται πεντακάθαρα τι λαός είναι, πόσο ανοιχτός είναι, πόσο ομορφωμένος είναι και πόσο πολύ πιο μπροστά από εμάς είναι σε πάρα πολλές ιδέες. Η καθημερινή ζωή των Παλαιστινίων είναι μια ζωή υποκατοχή που με τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί μια φυσιολογική ζωή. Αυτό που εμάς μας εντυπωσίασε είναι αυτό που λέμε ο πολύμορφος αγώνας των Παλαιστινίων ενάντια στην κατοχή. Ο πολύμορφος αγώνας των Παλαιστινίων για ελευθερία, γη, αξιοπρέπεια και ζωή. Ως πολύμορφο αγώνα εμείς καταλαβαίνουμε οποιαδήποτε στάση απέναντι στον κατακτητή. Το βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ με πολλούς τρόπους. Το βλέπουμε με τις οικογένειες που δεν αφήνουν τα σπίτια τους, με τα παιδιά που επιμένουν να πηγαίνουν στο σχολείο παρά τις επιθέσεις. Το βλέπουμε με τη δουλειά που κάνουν πολιτιστικοί χώροι όπως το The Freedom Theater στη Τζενίν. Le documentaire a été particulièrement dur à tourner car l'équipe du film a dû cacher les caméras des colons israéliens. Mais pour le groupe 218, le pari est réussi, car si le documentaire comporte des scènes et des récits de violences terribles, il dépeint une forme plus discrète et plus insidieuse de destruction de la vie domestique et culturelle des Palestiniens, assure le jury. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, προσωπικά για μένα ήταν το πώς νιώθαμε εμείς ως λευκοί δυτικοί με όλα τα προνόμια που έχουμε, βλέποντας καθημερινά με τα ίδια μας τα μάτια αυτό που τραβάνε οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο και ακόμα δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε πάρα πολύ εύκολα. Ένα άλλο δύσκολο κομμάτι για μας ήταν σίγουρα το κομμάτι της καταστολής
του κράτους του Ισραήλ. Το να μην πέσουμε σε κάποιο μπλόκο με την κάμερά μας, να τραβήξουμε πλάνα κάπως με μια κάμερα κρυφή, να μην μας δουν, να μας πετύχουν πάνω σε μια συνέντευξη. Γιατί αν μας πετύχουν πάνω σε μια συνέντευξη, σου κλέβουν το υλικό, στο κατάχρηστο υλικό, σου παίρνουν τις κάμερες, σε συλλαμβάνουν και σε απελάβουν από τη χώρα. Les deux réalisateurs qui se sont rendus plusieurs fois en Palestine depuis 2018 ont récemment participé à la mission Global Sumud Flotilla visant à mettre fin au blocus israélien sur la Palestine. Une manière pour eux de soutenir ce peuple oppressé. Près de 17 000 empreintes de dinosaures ont été découvertes par des paléontologues dans une région montagneuse de Bolivie. Les chercheurs californiens ont passé 6 ans à explorer 9 zones différentes avant de découvrir qu'elles étaient toutes reliées entre elles, ce qui en fait le plus grand site préhistorique du monde. Écoutez le directeur du parc, Toro Toro. Es el hallazgo más importante del mundo que se puede observar. 1700 rastros de huellas se encontraron y más de 16.000 huellas simplemente en esta zona. Si hablamos más del parque, de todo el parque nacional, podremos encontrar miles más y miles y más. Des empreintes de pas à 3 doigts pourraient avoir 60 millions d'années et provenir de troupeaux entiers de dinosaures. On a également trouvé des traces de spécimens allant jusqu'à 10 mètres et même des tyrannosaures. Ces animaux étaient si énormes que leurs pattes laissaient même des empreintes dans la roche selon les scientifiques. Le site a été découvert dans les années 60 à une époque où les habitants croyaient que des monstres hantaient la région. Les agriculteurs locaux écrasaient fréquemment les ossements qu'ils rencontraient ou labouraient la zone, détruisant ainsi des restes qui étaient inestimables pour la paléontologie.